Les choses auxquelles je m'intéresse maintenant, depuis un petit moment, ne sont pas tout à fait les entreprises ordinaires, en tout cas la plupart qui sont là. Moi, je m'intéresse aux entreprises qui ont grossi brutalement, ce qu'on appelle les plateformes, hein. Donc, puisqu'on va parler d'insatisfaction, de satisfaction, le cas que j'aurais en tête, c'est celui de Booking, booking.com. Hein. C'est 650 millions de réservations, c'est 650 millions de questionnaires qui sont distribués. Alors pas de la manière dont on a dit, hein, ils sont sur le mobile, ils sont à chaque fois. J'imagine qu'un certain nombre d'entre vous ont pris Uber ce matin, donc vous avez noté ce matin votre chauffeur. Peu importe qu'on calcule les statistiques sur la note, hein, chez Uber, c'est ça le panoptique. On peut même les jeter directement à la poubelle. La seule chose qui est importante, c'est que le chauffeur sache qu'il est noté. Peu importe la note qu'il a faite. C'est ça qui le discipline, c'est ça qui le rend poli, c'est ça qui le rend agréable. Lui, il sait qu'en dessous de 4,7 de moyenne, 18,5 pour mes étudiants, il est viré. Nous, on ne les vire pas. D'accord ? Donc ça, c'est le nouveau monde, je dirais, de la satisfaction. Alors je vais être plutôt technique, je ne vais pas être sur les aspects, je dirais, discutables de ce type de méthode. Ça ne m'intéresse pas, mais je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup à apprendre d'un certain nombre de boîtes qui s'appellent par exemple Netflix. Le succès de Netflix, c'est la note. Pas parce qu'ils connaissent les consommateurs, ils s'en foutent totalement. Ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas. Je vais m'arrêter sur Netflix. Ce qui les intéresse avec la note, c'est de savoir prédire et formuler de la recommandation. Ça, c'est important. Quelle recommandation pour Netflix extrêmement vicieux? Netflix ne cherche pas à satisfaire ses clients, ne cherche pas à donner les films que l'on souhaite voir. Ça ne les intéresse pas. On ne gagne pas d'argent comme ça. On ne gagne pas d'argent aujourd'hui en satisfaisant les clients. Le problème de Netflix, il est très très simple. Netflix a des coûts. Le coût, c'est payer les distributeurs de films. C'est acheter les licences. Si les consommateurs ont tous envie de voir La Guerre des Étoiles, Netflix ne gagnera pas d'argent. Ce qui est beaucoup mieux, c'est que les consommateurs aient une préférence pour des films de niche, pour des vieux films, qui ne coûtent pas cher du tout à acheter. Et ils ont créé d'ailleurs un KPI pour ça, qui s'appelle le Efficient Catalog Size. Je vous épargne la formule, assez compliquée, mais qui mesure la diversité des consommations dans l'ensemble du catalogue. Et eux ont une approche absolument pas client, ils ont une approche totalement concurrentielle. Il y a plein de boîtes de VOD, même Orange, d'accord, qui distribuent. C'est très difficile de se différencier sur ce marché. On opère à des échelles. Aujourd'hui, Netflix, c'est 100 millions de clients. C'est l'échelle, hein. C'est 100 millions aujourd'hui, l'échelle. Donc, quand on est sur l'avantage concurrentiel de Netflix, c'est sa capacité par rapport aux autres offreurs de VOD de pouvoir simplement réduire les coûts d'acquisition et les coûts de licence de films. Voilà l'enjeu. Tout le système de notation est mis au service de ça. Alors, je ne vais pas parler que de Netflix. Moi, le fait principal, c'est de dire aujourd'hui, il y a une double boucle. Le très classique, bah, vous l'avez vers le haut. On a des actions marketing. On va mesurer qui produit ou pas la satisfaction des consommateurs. On mesure et à partir de là, par des enquêtes d'opinion, généralement, on va analyser, on va avoir des insights, on va construire des plans et on revient. Alors, c'est bien ça, mais le cycle, ça prend plusieurs mois. C'est beaucoup trop long. Le cycle qui est en dessous, c'est le site de Netflix et le site de Booking. On mesure la satisfaction immédiatement au moment où on a consommé. Je suis sorti de mon Uber et j'ai noté en arrivant ici mon Uber. Voilà. Une fraction de seconde, c'est fait, c'est enregistré. On traite ça au travers d'algorithmes, hein, c'est un gros mot, mais on va dire big data, tout ce que vous voulez, intelligence artificielle. On fait des progrès formidables actuellement dans ce domaine-là. Et on agit immédiatement. Le cycle ici, c'est une fraction de seconde. Ça doit être une fraction de seconde. C'est la limite aujourd'hui qui est donnée par ces opérateurs-là. Si on regarde en détail, qu'est-ce qu'on traite aujourd'hui comme données? Avec les collègues, nous, ça fait 20 ans ou 30 ans, les collègues académiques, on s'acharne à faire des échelles. Est-ce qu'il n'y a pas des biais? Est-ce qu'il y a des trucs? Et ces gens-là arrivent, se moquent. Un simple système d'étoiles, ça suffit. Les données ne sont plus dans les étoiles. Les données ne sont plus dans les notes. Au passage, Netflix abandonne les notes. Autant mesurer directement le temps passé devant un film. C'est un meilleur indicateur de satisfaction que de s'amuser à recueillir une information. On le fait par habitude, mais on rajoute d'autres éléments. Uber n'utilise même plus les notes pour suivre son parc de chauffeurs. On le fait de manière rituelle, panoptique, mais aujourd'hui, ce qui est important, vous avez tous remarqué qu'après, il y a des compliments.
c'est les compliments. Ils sont plus rares à faire, etc. Au passage, grande réflexion sur les KPI. Les KPI, la durée de vie d'un KPI, c'est maximum 2 ans pour un contrôleur de gestion. Ça s'use, les KPI, très rapidement. Aujourd'hui, les données, c'est du texte. Aujourd'hui, les données, c'est du texte, qu'il soit écrit dans des commentaires, dans des avis de consommateurs, ça c'est TripAdvisor, ou ça va être de plus en plus le cas, ça va être directement vocal. Vos enregistrements de réclamation client, vous les avez. Regardez un petit peu ce que fait Google. C'est pas très compliqué aujourd'hui de refaire une transcription automatique et immédiate des contenus. Regardez Google Analytics, My Analytics de Google. C'est là où il y a toutes les données qui sont recueillies, toutes les conversations que vous avez avec OK Google, si vous avez commencé à discuter avec votre téléphone, on ne le fait pas encore beaucoup, les jeunes le font, c'est enregistré, c'est transcrit, et vous pouvez les récupérer. D'accord? Donc on va être dans des outils qui servent à faire ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Alors ça, juste pour être sur les méthodes, là, des choses relativement simples. Ici, c'est l'analyse de 1 million d'annonces, de commentaires qui sont faits à New York sur TripAdvisor ou Booking. Je ne sais plus lequel des deux, je peux oublier, mais c'est le même système. Là, 2 types de modèles qui sont utilisés, qui sont des familles de modèles tout à fait nouveaux. Premièrement, analyse du sentiment. Donc là, c'est fait avec un modèle de Bayes naïf. Vous allez me dire, c'est quoi ça? C'est un truc que vous utilisez tous les jours, vous vous en rendez même pas compte. Quand vous ouvrez votre boîte aux lettres, vous avez un anti-spam. L'anti-spam est capable de détecter les messages mensongers à partir du texte qu'il y a dans vos mails. Ça utilise ce type de modèle qui calcule simplement la probabilité bayésienne. Quelle est la probabilité que ce soit un spam, sachant qu'il y a tel et tel et tel et tel élément dans le mail. L'autre côté, c'est des choses qui sont un peu à la mode. Topic analysis, un contenu, quelques lignes, on peut facilement savoir de quoi ça traite. C'est le topic. LDA, c'est un petit peu savant, ça s'appelle Latent Dirichlet Allocation Model. Donc ça fait partie de ces nouveaux modèles, ça c'est assez ancien, ça a 10 ans, qui permettent d'identifier. Le résultat, c'est ce genre de choses. On va avoir à la fois une identification des facettes et on va pouvoir identifier les contenus positifs et négatifs selon les facettes. Ce que je veux dire ici, c'est pas tellement la technique et à m'amuser à sortir des gros mots de modèle, c'est que tout ça, ça peut se faire en une fraction de seconde ou une fraction de ligne. Moi, je me suis amusé à faire là cet été un peu de text mining. Voilà, le genre de résultat qui est fait, ça se réalise en autant de lignes. C'est du R pour ceux qui ne connaissent pas. L'extraction des données, l'acquisition des données, c'est les 4 premières lignes. Ça, c'est l'utilisation d'une API Twitter qui me permet d'aller chercher directement dans Twitter quand je veux, si je veux, les données que j'ai envie. Les volumes, ça dépend juste de combien je paye. C'est tout. Je ne connais pas les tarifs de Twitter. La deuxième partie, le bas, c'est l'opération de text mining. On a aujourd'hui des outils très très bien faits, complètement packagés. En quelques lignes de code, on peut mettre au propre n'importe quel contenu. Et puis la fin, ça, c'est le modèle. Ici, j'ai utilisé un truc un petit peu avancé, qui est une analyse des proximités un peu particulière, qui s'appelle TSNE. C'est un des petits modèles que les data scientists aiment bien. Vous remarquerez, ça fait qu'une ligne. Ça me permet de représenter un corpus, un lexique entier. Dans mon cas, ici, c'était 5000 mots, 5000 lemmes plutôt, donc racines de mots, en une seule map, et donc pouvoir identifier ensuite des éléments de discours. Je n'ai pas montré. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est très simple. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui vont faire du marketing, ce ne sont plus les marketeurs, ce sont clairement les ingénieurs. En masse, en masse, en masse, en masse. Qu'on va glisser ce genre de choses partout. La réalité, on peut discuter, la réalité de ces systèmes-là, c'est que ça produit des choses peut-être pas biaisées, mais en tout cas en termes de distribution complètement à côté. Ça amène des opérateurs, ça a été eBay le premier en 2009, Netflix est en train de le faire, d'abandonner les systèmes d'étoiles, de chercher en permanence d'autres éléments, de déplacer la mesure de plus en plus vers le texte, voire même l'image, puisqu'aujourd'hui l'image peut être traitée aussi. Une photo, on peut assez facilement identifier les objets qui y sont dedans, et on va faire des progrès absolument énormes dessus. Le fait principal, pour moi, il est là, il est dans ce transparent. Il est qu'il va falloir repenser nos politiques de mesure de la satisfaction. Non pas en termes de est-ce qu'on biaise ou est-ce qu'on biaise pas, mais il va falloir les penser en termes de quel est l'effet que notre système de mesure produit sur la clientèle ou sur le marché.
et qu'il y a différents modèles qu'on peut avoir. Le modèle traditionnel, c'est la case 1. C'est quoi? C'est l'enquête traditionnelle, le baromètre. Je fais ma petite enquête, 1000 personnes représentatives, je remonte les trucs tous les mois, tous les 6 mois, comme je veux, et je vais avoir un tableau de bord qui va me permettre de m'aider dans mon pilotage tout à fait traditionnel. Ça, c'est la situation traditionnelle. Les indicateurs sont diffusés uniquement au management et on travaille généralement sur des unités relativement agrégées. On pourrait travailler de manière plus granulaire, que là c'est déjà autre chose, c'est quand on introduit ça dans les systèmes de motivation, si vous rémunérez vos salariés en fonction de la satisfaction, on va essayer effectivement d'attacher des scores à des personnes avec des problèmes de justice qui vont se poser, comme Lars l'a évoqué, là, de perception de justice interne. Est-ce qu'il est juste que je sois payé autant parce que j'ai tel score et que mon voisin, etc. Je passe sur ces côtés. Ce qui m'intéresse, moi, beaucoup plus aujourd'hui, c'est la dernière partie, c'est le 6e point. Je passe sur les niveaux intermédiaires. C'est qu'aujourd'hui, on est clairement dans des marchés de réputation. Le monde des grandes plateformes, leur véritable monnaie, c'est la note. Ce qui est échangé sur un Airbnb, ce qui est échangé sur un Alibaba, 25 milliards le dernier vendredi, c'est-à-dire le chiffre d'affaires de Auchan, au passage, en une journée. 540 milliards au total. Donc tout ce qui est échangé aujourd'hui, comment se construisent les marchés? Ils se construisent par une politique active de gestion des réputations. Pourquoi? Parce que ces réputations, ce sont elles qui vont amener les comportements des clients à être éventuellement moins déviants. Ce sont elles qui vont être amenées à orienter les comportements naturellement des collaborateurs et des employés. Et qu'aujourd'hui, celui qui a la maîtrise du système de notation, c'est celui qui va maîtriser le marché. J'ai évoqué Booking. Pourquoi j'ai évoqué Booking? J'ai dit 650 millions de réservations annuellement, ça représente aujourd'hui 40% du marché européen. 40% des chambres d'hôtel qui sont réservées en Europe sont réservées par Booking. Qui fait la mesure de satisfaction? Qui attribue des rankings aux différentes enseignes et aux différents établissements? Aujourd'hui, c'est Booking. Le problème n'est plus de mesurer. Aujourd'hui, pour l'hôtellerie, la satisfaction, il est de savoir, est-ce que je vais pouvoir afficher dans mon hall le petit panonceau 8,6 ou numéro 1 de telle ville ou de telle ville, et ça va être l'élément important. Donc on a pris une espèce aujourd'hui d'hypertrophie de la mesure de satisfaction, où la finalité n'est plus de connaître le véritable sentiment des consommateurs, mais de pouvoir organiser les marchés, de pouvoir ranker les concurrents et de pouvoir animer l'ensemble de ce système.